Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. L'interprétation de Copenhague est certainement l'interprétation qui est la plus proche de l'interprétation instrumentale. L'interprétation instrumentale, nous l'avons vu, est purement opérationnelle. Elle se refuse à donner toute réflexion sur la nature physique des objets comme la fonction d'onde ou sur les processus qui pourraient expliquer le côté aléatoire ou le phénomène de réduction de la fonction d'onde. L'interprétation de Copenhague reprend l'interprétation instrumentale et ajoute ses explications et une ontologie sur la nature physique des objets manipulés. Il n'est pas rare de voir que l'on confond les deux. Beaucoup de passionnés, d'amateurs qui s'intéressent un peu à la mécanique quantique confondent les deux. Parfois, la vulgarisation confond les deux. Mais en réalité, elles sont bien différentes. Par exemple, dans les cours, dans les livres, le plus souvent, ce qui est utilisé, c'est l'interprétation instrumentale, pure et dure. Et on ne dit rien pour le reste, ou c'est juste à peine esquissé ou suggéré. Et l'interprétation de Copenhague est rarement réellement décrite en profondeur dans des livres de cours. Cette interprétation a un caractère historique. Donc, elle a souvent été utilisée ou admise par les physiciens. Actuellement, les courants ont changé et beaucoup de physiciens préfèrent d'autres interprétations. Une qui est fréquemment suggérée, c'est l'interprétation des mondes multiples. Nous en parlerons. Mais ils adoptent, malgré tout, consciemment ou inconsciemment, l'interprétation de Copenhague, ou du moins sa version instrumentale, dans la pratique du laboratoire. Parce que, justement, elle est pratique. L'interprétation de Copenhague a été la première tentative historique à donner du sens au formalisme et à l'interprétation instrumentale. Même s'il existait déjà d'autres idées, d'autres approches, telles que l'idée de Schrödinger, où la fonction d'onde avait un caractère réel, comme un champ ou comme un fluide, qui après a été mise trop en défaut et a été abandonnée, du moins sous la forme originale. Il y avait aussi l'idée de l'onde pilote de De Broglie, nous en avons parlé, qui n'a été approfondie que plus tard par David Bohm. Donc au début, c'est avant tout et surtout l'interprétation de Copenhague qui s'est imposée. Alors, le chef de file des physiciens sur la mécanique quantique, c'était Niels Bohr, celui de l'atome de Bohr que nous avons vu, et il n'a pas été le fondateur de la mécanique quantique moderne, mais il y a beaucoup contribué. Et il s'est tout de suite intéressé aux travaux, et donc il y a apporté une empreinte énorme. Il était danois, d'où le nom d'interprétation de Copenhague, parce que Copenhague est la capitale du Danemark. Elle a donc pour origine, cette interprétation, essentiellement Bohr et ses collaborateurs, surtout Heisenberg, vers 1927 et les années suivantes. L'idée était de compléter l'interprétation probabiliste de Born avec des éléments à caractère physique, ontologique, voire philosophique. Plus tard, elle a été aussi complétée par d'autres physiciens qui se sont intéressés au sujet, comme von Neumann ou Dirac. Il faut noter qu'il n'y a jamais eu de réel consensus sur cette interprétation. Toutes ces personnes que j'ai citées, en général, avaient des désaccords sur des points de détail, sur l'un ou l'autre élément, l'un ou l'autre aspect. Ils n'étaient pas toujours d'accord. Ce n'est que, en gros, qu'ils étaient d'accord. Souvent, ces détails, ces désaccords résultaient des courants philosophiques qu'adoptait chacun de ces auteurs. Chacun a sa façon de voir les choses. Et donc, pour la même raison, l'interprétation de Copenhague n'a jamais été totalement formalisée. L'important était avant tout, pour la pratique, l'interprétation instrumentale.
Et donc, l'interprétation de Copenhague en elle-même n'a pas fait l'objet d'une publication officielle qui dit voilà l'interprétation de Copenhague. C'est plutôt un ensemble de réflexions, d'articles, de séminaires, de conférences, etc., où les sujets ont été abordés progressivement. Le nom de Copenhague, d'ailleurs, n'a pas été utilisé par les auteurs. Ce n'était pas « nous avons inventé l'interprétation de Copenhague ». C'est plutôt d'autres auteurs qui ont fait référence à leur interprétation en disant « c'est l'interprétation de l'école de Copenhague », sous-entendu, ou en bref, interprétation de Copenhague. Elle admet donc plusieurs variantes selon les différents points de vue. Et il serait faux de dire la interprétation de Copenhague, une interprétation. C'est plutôt un ensemble d'interprétations plus ou moins proches, plusieurs variantes de l'interprétation. Donc ici, nous n'allons pas essayer de donner une interprétation en l'attachant à un auteur, ce serait fautif. C'est plutôt le résultat de nombreuses réflexions de nombreux auteurs, sur tous bords, bien sûr, mais aussi d'autres, et nous présenterons ici juste les principales variantes. Alors pour ce qui est de l'interprétation, on peut la décrire, la décomposer en plusieurs points. Tout d'abord, le formalisme de base de la mécanique quantique est inchangé, il est adopté. Les auteurs de cette interprétation avaient créé ce formalisme, ils n'allaient pas le jeter. C'est donc le même formalisme. En particulier, l'état physique est représenté par un vecteur qui appartient à un espace de Hilbert, et cet état évolue de manière linéaire, même unitaire, selon l'équation de Schrödinger, avec un Hamiltonien caractéristique du système. Ceci pour moi pour un système isolé sur lequel on ne fait pas de mesure. Ensuite, on adopte la règle de Born, donc qui donne les probabilités ou les statistiques d'obtenir des résultats définis lors des mesures. Ensuite, ça c'est la base. Ensuite, on passe vraiment aux aspects liés à l'interprétation. On considère qu'il y a deux mondes différents. Il y a le monde microscopique, celui des particules, des atomes, qui obéit à la mécanique quantique, et il y a le monde macroscopique, qui obéit aux lois de la physique classique. Entre dans cette catégorie, de toute évidence, les appareils de mesure eux-mêmes, qui sont des objets macroscopiques, même s'ils peuvent avoir des composants microscopiques et une longue chaîne de mesure, l'ensemble est un objet macroscopique. Les observateurs tels que nous entrent aussi, bien sûr, dans cette catégorie macroscopique obéissant aux lois classiques. Un appareil de mesure correspond à un observable, plusieurs, évidemment, il peut avoir plusieurs fonctions, correspond à un observable, donc un opérateur hermétique, qui fait donc le lien entre cet objet classique et le monde quantique qu'il mesure. Deux précisions concernant ça. Étant donné les règles, le formalisme qui est adopté, les premiers points, cela veut dire qu'il existe des variables qui ne commutent pas, comme la position et l'impulsion, et qui donc ne peuvent pas être mesurées ensemble, simultanément, avec une précision arbitraire. C'est le principe d'incertitude de Heisenberg. Et l'autre point est la règle de complémentarité qui fait ensemble le lien entre microscopique, entre quantique et classique. Nous y reviendrons, nous en reparlerons assez vite. Le point suivant, c'est la nature de la fonction d'onde. Quelle est-elle? Et là, il y a plusieurs variantes. Il y a d'abord l'idée de se dire la fonction d'onde représente un objet, quelque chose de physique réel, réaliste. La deuxième approche, c'est de dire la fonction d'onde est purement symbolique. Ce n'est qu'une construction de théoriciens qui ne représente pas un objet réel et qui ne représente qu'un état de connaissance
que l'on peut avoir sur le système, c'est-à-dire les probabilités issues de la règle de Born. Une variante est de dire cette fonction symbolique, cet état de connaissance est différent pour différents observateurs. Ce qui n'est pas logique d'ailleurs. Enfin, la réduction qui accompagne la règle de Born peut rendre différents aspects selon la manière dont on considère la fonction d'onde. Si la fonction d'onde représente un objet physique réel, alors la réduction est une réduction physique réelle qui modifie le système, son état. Si la fonction d'onde est symbolique, à ce moment-là, la réduction est simplement une mise à jour des connaissances que nous avons sur le système suite à la mesure. Voilà. Alors nous allons faire ça en plusieurs vidéos pour ne pas faire trop lourd. Et dans la prochaine vidéo, nous allons approfondir certains des points que j'ai cités, comme par exemple la distinction entre fonction d'onde réelle et fonction d'onde symbolique. Je vous remercie.